Les campagnes menées par l'État en faveur du don d'organes et les diverses stratégies opérées en vue d'augmenter la récolte n'ont pas réussi à parer la pénurie d'organes. Au nom de la solidarité nationale, le principe du consentement présumé a été choisi. La loi indique que nous sommes tous donneurs d'organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus d'être prélevés. Si vous ne souhaitez pas donner vos organes et tissus, le principal moyen pour vous opposer au prélèvement de vos organes et tissus après la mort est de vous inscrire sur le registre national des refus. Sinon, vous pouvez également faire valoir votre refus par écrit et confier ce document daté et signé à un proche. En cas d'impossibilité d'écrire et de signer vous-même ce document, deux témoins pourront attester que le document rédigé par une tierce personne correspond bien à l'expression de votre souhait. Enfin, vous souhaitez communiquer oralement votre opposition à vos proches qui devront en attester auprès de l'équipe médicale. Une retranscription écrite mentionnant les circonstances de l'expression de votre refus de votre vivant devra être faite par les proches ou l'équipe médicale. Elle devra être datée et signée par vos proches et par l'équipe médicale et elle sera conservée dans le dossier médical. L'imaginaire du don tend à camoufler la logique économique et le caractère utilitariste de cette dernière. Même si dans les faits, cette spécialité médicale figure parmi les plus lucratives aux États-Unis. Source: Leslie A. Sharp, Bodies, Commodities and Biotechnologies, That Morning and the Scientific Desire in the Realm of Human Organ Transfer. New York, Columbia University Press 2007, page 55. La métaphore du don de vie vise à diminuer les craintes liées à la vente et à la commercialisation des organes humains. La découverte du rôle immunodépresseur de la cyclosporine a favorisé la globalisation du marché des organes humains en supprimant les barrières immunitaires entre les corps. Pour l'anthropologue Nancy Scheepers Hughes, la cyclosporine a non seulement aboli les frontières corporelles en contrôlant le phénomène du rejet d'organes, mais elle a par là même transformé l'ensemble des êtres humains en donneurs potentiels, en ressources disponibles pour le marché de la transplantation. On assiste alors à l'apparition de ce que cet anthropologue nomme le cannibalisme global. Source: Nancy Shepherd Hughes, Bodies for Sales. Article cité, page 59. Comme écrivait Jacques Attali dans l'ordre cannibale, manger pour vivre engendre le meurtre pour manger. On pourrait remettre cette phrase avec les transplantations d'organes qui, par le manque de dons, emmènent à trouver des victimes pour sa propre santé. C'est en quelque sorte une consommation de l'humain. Le marché des transplantations d'organes ne s'arrête pas aux donneurs vivants. La reconnaissance de l'état de mort encéphalique comme critère de mort en 1968 permet de prélever sur des personnes décédées des organes encore fonctionnels. Pour prélever des organes sur une personne décédée, le médecin doit recueillir auprès des proches l'éventuelle opposition antérieure du défunt s'il n'en a pas directement connaissance. En 2007, dans 28% des cas recensés de morts encéphaliques, le prélèvement n'a pas été effectué pour raison d'opposition du défunt ou de sa famille. Certains organes ne peuvent devenir des greffons efficaces que dans la mesure où ils sont prélevés alors même que l'arrêt des fonctions vitales n'a pas encore rendu l'organe inutilisable. C'est pourquoi un ensemble de contraintes spéciales entoure le prélèvement de ces organes. Par exemple, en France, on demande que l'équipe médicale qui constate le décès et celle qui a besoin du greffon pour son patient ne soient pas les mêmes, afin de faire en sorte que la déclaration de mort cérébrale ne soit pas entachée par la volonté de guérir un patient qui attendrait un greffon. Le critère de mort encéphalique est reconnu depuis 1968. Le médecin peut déclarer morte la personne dont la respiration et la circulation sanguine sont maintenues artificiellement grâce à des appareils de réanimation, mais chez laquelle il a diagnostiqué l'état de mort encéphalique. Cet état est internationalement reconnu comme critère de la mort. Le patient décédé est maintenu un certain temps sous ces appareils pour prélever les organes à prélever d'une dégradation. Pour augmenter le nombre de prélèvements d'organes, il est envisagé en France de développer la pratique de prélèvement de reins sur des donneurs à cœur arrêté. Cela nécessite d'agir très vite après l'arrêt du cœur pour éviter la détérioration des organes, avant même que la famille ne soit avertie, puis procéder assez vite au prélèvement ou renoncer à utiliser les organes pour des greffes.
Un office parlementaire estime que les critères de la mort à cœur arrêté retenus dans le protocole de prélèvement suscitent des interrogations. Source. Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, OPECST, rapport sur l'évaluation de l'application de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, page 75. L'Office fait même la recommandation suivante. Il conviendrait que le problème des critères de la mort soit réexaminé. De son côté, la Société de réanimation de langue française, SRLF, dans sa position concernant les prélèvements d'organes chez les donneurs à cœur arrêté, publié dans Réanimation 16, 2007, page 428 à 435, constate les dispositions réglementaires établies par décret et les modalités pratiques recommandées par l'Agence de la biomédecine ont été mises en place sans que le nécessaire débat démocratique et social préalable ait eu lieu. Quand on me présente quelque chose comme un progrès, je me demande avant tout s'il nous rend plus humains ou moins humains. George Orwell. Des chercheurs de Penn Medicine à Philadelphie ont annoncé que Madame Gobrecht avait accouché d'un fils par césarienne en novembre 2019, le deuxième bébé aux États-Unis à naître à l'aide d'un utérus transplanté d'un donneur décédé. Madame Gobrecht, maintenant âgée de 33 ans, est née avec une maladie congénitale appelée syndrome de Meyer-Rokitansky-Kuster-Hauser, ce qui signifie qu'elle est née avec des ovaires mais sans utérus. En 2017, elle et son mari exploraient la possibilité d'implanter des embryons congelés dans une mère porteuse lorsque Madame Gobrecht a été sélectionnée pour être la première patiente d'un essai à Penn Medicine qui espère aider 5 femmes qui autrement ne pourraient pas porter leurs propres enfants. La transplantation utérine, comme le processus est connu, est une frontière relativement nouvelle en médecine de la reproduction. Les médecins disent que cela pourrait aider les femmes atteintes d'une maladie appelée infertilité utérine, ce qui signifie qu'elles sont nées sans utérus, qu'elles ont été retirées ou qu'elles ont subi des lésions utérines. Environ 5% des femmes en âge de procréer dans le monde sont touchées selon Penn Medicine. Il y a eu environ 70 greffes de ce type dans le monde, mais la plupart des programmes se sont concentrés sur les donneurs vivants, ont déclaré les chercheurs de Penn. Dans certains cas, le donneur était la mère du receveur. Aux États-Unis, il y a eu 6 cas de donneurs vivants. En 2017, la première femme connue au monde à recevoir un utérus d'un donneur décédé a donné naissance à une fille de 6 livres au Brésil. L'été 2019, la Cleveland Clinic a annoncé qu'une fille était née après une greffe d'utérus d'un donneur décédé, la première naissance de ce type aux États-Unis. Le docteur Peg Poretz, professeur adjoint de chirurgie de transplantation à l'hôpital de l'Université de Pennsylvanie, elle est l'un des co-responsables de l'étude, explique que le principal avantage d'utiliser un donneur décédé est que les médecins sont en mesure de prélever plus de vaisseaux sanguins attachés à l'orgue. Cela donne aux chirurgiens des vaisseaux plus grands à utiliser pendant la procédure, dans lesquels les vaisseaux de l'organe donneur sont cousus avec ceux du patient. L'utilisation de donneurs décédés élimine également les risques chirurgicaux inutiles que les patients vivant autrement en bonne santé subiraient pour faire un don, a déclaré le docteur Poretz. Malgré ces risques, plus de 80 femmes ont proposé de donner un utérus pour l'essai. Le docteur Poretz a déclaré qu'il n'y avait pas encore suffisamment de données pour déterminer s'il y avait une différence entre la transplantation d'un organe d'un donneur vivant ou décédé. Le coût total de la procédure est inconnu, a déclaré le docteur O'Neill, qui a ajouté que l'hôpital payait pour les 5 cas de l'essai. Elle a estimé que des procédures similaires coûtaient 60 000 dollars au Royaume-Uni et plus de 200 000 dollars au Baylor University Medical Center de Dallas, qui effectue également la procédure. En 2018, Madame Gobrecht a subi une intervention chirurgicale de 10 heures pour transférer l'utérus de la donneuse. Environ 6 mois plus tard, les médecins ont implanté le premier embryon qui a finalement réussi. Madame Gobrecht a dû prendre des médicaments immunodépresseurs et suivre un régime strict pour empêcher son corps de rejeter l'organe. Source. Le deuxième bébé américain à naître de l'utérus d'un donneur mort est livré. NewYorkTimes.com.
En France, une petite fille est née vendredi 12 février 2012 à l'hôpital Foch. euh, à l'hôp- Est née vendredi 12 février 2021 à l'hôpital Foch à Suresnes, Hauts-de-Seine, après la greffe utérine dont avait bénéficié sa mère. Déborah, âgée de 36 ans, est née sans utérus. Elle est atteinte de ce qu'on appelle le syndrome de Rokitansky, MRKH, qui touche une femme sur 4500 à la naissance. Le syndrome de Rokitansky se manifeste par l'absence totale ou partielle du vagin et de l'utérus, empêchant donc de porter un enfant. En mars 2019, grâce à un don d'utérus, Déborah bénéficie d'une greffe réalisée par le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction de l'hôpital Foch et de son équipe. Et la donneuse vivante n'est autre que la mère de Déborah, Brigitte, alors âgée de 57 ans lors de l'opération, l'utérus étant un organe qui vieillit peu. Brigitte a pu faire don du sien à sa famille. La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014 par l'équipe du professeur Mats Brandström de l'université de Göteborg, qui a aussi participé à l'opération de greffe utérine de Déborah. La greffe d'utérus n'a cependant pas vocation à être permanente en raison du traitement anti-rejet. Il s'agit d'une greffe provisoire pour avoir un enfant, explique le professeur Ayoubi à l'AFP, mais pour celles qui le souhaitent, il est possible de mener à terme une deuxième grossesse. En Suède, plusieurs femmes greffées ont eu 2 enfants, ajoute la spécialiste. Huffington Post. Zone interdite. Histoire, première greffe d'utérus qui a permis la naissance d'un bébé. Depuis que ces greffes ont montré leur succès, des médecins estiment qu'il est techniquement possible qu'un homme puisse aussi mener une grossesse grâce à cette greffe. Christopher Ingenfields, chirurgien et fondateur de la London Transgender Clinic, estime que c'est tout à fait envisageable et milite pour que les règles éthiques s'assouplissent pour ses patientes qui le réclament. En effet, la Fédération internationale de gynécologie obstétrique a établi une liste stricte d'interdictions de greffe d'utérus pour des hommes et aussi pour les femmes transgenres, c'est-à-dire nées hommes mais devenues femmes. Plusieurs médecins ont travaillé la question, comme le docteur Karine Schunk, directrice du programme de la préservation de la fertilité à la Keck School of Medicine de l'Université de Californie du Sud. Elle estime que dans les prochaines années, ce sera possible, même si les hommes ont un bassin moins large que les femmes, il est possible de faire de la place dans le ventre et ensuite de raccorder l'utérus au vaisseau qui assure la circulation avec les membres inférieurs du corps. Évidemment, l'accouchement se fait par césarienne. Aujourd'hui, les chirurgiens pratiquent de nombreuses reconstructions vaginales pour les hommes qui veulent devenir femmes avec la peau de leurs organes génitaux coupés à une autogreffe de lambeaux neurovasculaires. Il faut aussi un traitement hormonal avec œstrogène et progestérone pour permettre à l'embryon de se développer. Selon une étude de cas publiée par l'hôpital Mount Sinai à New York, grâce à un traitement spécifique, une femme transgenre a même pu avoir des montées de lait et nourrir le bébé de sa compagne. Pour tenter de réduire le dégoût face à l'idée d'une opération de ce type, l'article de France Info continue ainsi. Pourtant, cela existe dans la nature. Il y a des espèces où ce sont les mâles qui portent les petits, comme l'hippocampe. Source. France TV Info. Greffe d'utérus, les hommes peuvent-ils tomber enceintes? Et que ces pratiques sont en place pour finalement créer une acceptation de l'utérus amovible, de la séparation des organes et de la personne, car dans ce type de transplantation, il n'est pas question de sauver une vie, mais d'offrir la possibilité d'obtenir une capacité que la nature n'avait pas fournie. L'utérus n'étant pas séparable dans la logique du corps de la personne, comment peut-on accepter une telle pratique? Le docteur Richard Paulson, président d'American Society for Reproductive Medicine, aurait soumis l'idée lors d'un meeting annuel à San Antonio que les hommes puissent porter des enfants, comme le relate le Daily Mail. Au cours des derniers mois, il a été rapporté que des hommes trans, des femmes qui ont subi des opérations de changement de sexe pour devenir des hommes, mais qui ont encore des utérus fonctionnels, avaient donné naissance à des bébés, explique le chirurgien. Le spécialiste américain pense qu'une grossesse masculine serait tout à fait possible. Il y aurait d'autres défis, mais je ne vois aucun problème évident qui l'empêcherait, indique le Paulson avant d'ajouter « Je soupçonne qu'il y aura des femmes trans qui voudront avoir un utérus et qui recevront probablement la greffe. » Alors, pour garantir un meilleur résultat,
Il faudra bien entendu que les hommes enceintes prennent des hormones afin de reproduire les mêmes changements physiques qui ont eu lieu chez une femme durant sa grossesse. Marché du sang. La start-up Ambrosia, fondée par un certain Jess Karmazin, propose à ses clients une sorte de cure de jouvence. Pour 8 000 $, les Américains aisés avaient la possibilité de se faire transfuser le sang de jeunes, voire de très jeunes adultes, dans le but de s'offrir une seconde jeunesse. Les membres de ce cercle d'initiés, en plus de disposer de moyens confortables, devaient être âgés au minimum de 35 ans. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.